Nous sommes le 16 décembre 2015. Il est 18h45 et je sors anéanti d'un rendez-vous avec mon DG. Alors que je suis déjà en plein divorce, il vient de m'annoncer mon licenciement économique. À 40 ans, je me retrouve d'un coup d'un seul, sans avoir de famille, ni faire un travail, et j'ai l'horrible impression de ne plus exister. Comme si, sans avoir ni faire, je ne pouvais être. J'ai mis près de 10 ans à comprendre que cette vision n'était pas la mienne, mais celle d'un modèle sociétal. 10 ans pour comprendre qu'il ne fonctionne pas. 10 ans pour réaliser qu'une alternative existe et que c'est seulement par l'individu qu'elle pourra s'imposer au collectif. 10 ans que je vais maintenant vous synthétiser en 18 minutes. Je m'appelle Fabio Rapacioli, je suis coach professionnel. Voici somme toute une manière on ne peut plus conventionnelle de se présenter, mais est-ce qu'elle vous indique vraiment qui je suis? Pour ce qui est d'avoir un nom et un prénom, si je m'y accroche et les revendique, je dois bien admettre que je ne les ai pas choisis. Mes parents ont opté pour mon prénom et quant à mon nom, ils en ont simplement hérité. Au final, il ne s'agit que d'une convention sociale tout juste bonne à me distinguer d'un autre individu, mais pas à me qualifier. Sinon, ça voudrait dire que je pourrais être interchangeable avec mon homonyme, il existe, ce qui n'a absolument aucun sens. Même topo pour ce qui est de faire un travail. Si je peux partager certains savoir-être induits avec d'autres coachs professionnels par ma profession, bien sûr que nous allons rester des individus distincts. Quand bien même, je vous partagerai des traits plus personnels, comme par exemple, j'aime avoir des montres et faire de la randonnée. Si ça vous donne des indications sur ce que je valorise, ça ne vous dit toujours pas ce qui fait ma singularité, puisque forcément d'autres individus partagent au moins les deux mêmes caractéristiques. Et ce, pour une raison toute simple. C'est que quelles que soient mes possessions ou mes activités, elles restent toujours en dehors de moi. Alors ça peut paraître évident, mais ça veut dire qu'à tout moment, elles peuvent changer, voire même être supprimées, avec ou indépendamment de ma volonté, sans pour autant que je change vraiment. Boum, première prise de conscience pour moi. L'avoir et le faire ne déterminent jamais à eux seuls l'être, ce qui explique pourquoi en 2015, je ne me suis heureusement pas désintégré en perdant ma famille et mon travail. Quand j'ai compris ça, et je peux vous assurer que ça m'a pris beaucoup de temps, je me suis senti soulagé d'un poids immense. Et en même temps, très curieux de comprendre pourquoi cette vision était tellement ancrée, non seulement dans ma tête, mais en celle de tout à chacun. Car, si on regarde les réseaux sociaux ou les médias, on pourrait résumer leur leitmotiv à peu près à ceci. Il faut avoir de l'argent pour faire ce qu'on en aime et ainsi être heureux. Et donc, il corrèle le fait d'être au fait d'avoir et de faire. Or, nous venons de voir que ce n'est pas juste. C'est paradoxal. Pour comprendre d'où vient ce paradoxe, je me suis dit que la meilleure manière, peut-être, était sans doute de se retourner d'un point de vue historique pour comprendre comment ces trois concepts étaient nés. Alors, à l'échelle terrestre, notre espèce, l'Homo sapiens, est hyper récente, 300 000 ans. Et encore, durant les 290 000 premières années, nos ancêtres ont plus survécu que vécu, forcés par des températures extrêmes à constamment se déplacer d'un endroit à un autre pour optimiser leur cueillette. Au final, le développement incroyable de l'intelligence de l'humanité ne date que de 10 000 ans, avec l'apparition d'une ère de température clémente qu'on appelle l'Holocène, qui a permis à l'homme, en se sédentarisant, de se développer de manière exponentielle au travers de 4 révolutions majeures. La première révolution, c'est l'invention de l'agriculture il y a 10 000 ans, qui a créé les notions mêmes de faire et d'avoir. En se sédentarisant, l'homme a en effet commencé à faire un métier, éleveur, agriculteur, puis bâtisseur, et les villes qui en ont résulté ont nécessairement nécessité d'avoir des stocks de sécurité alimentaire. Il faut attendre 7500 ans supplémentaires pour que, à force d'avoir, une classe oisive apparaisse sous l'Antiquité, dont l'un des représentants, Socrate, va le premier se poser la question plus théorique de l'être, avec le fameux « connais-toi toi-même ». 2000 ans plus tard, la deuxième révolution, celle de l'imprimerie de Gutenberg, en rendant facilement copiable l'écriture, a permis une diffusion des savoirs sans égale. Ça a créé 2 temps majeurs. Le premier, c'est la Renaissance, où on a redécouvert les savoirs de l'Antiquité, et donc l'importance de l'être, d'où l'apparition de nombreux philosophes. Et le deuxième, c'est la Révolution scientifique, où le faire de l'expérience a été valorisé. L'avoir, allant en reste, a été remis sur le devant de la scène par la troisième révolution,
la plus impactante pour nous, la révolution industrielle, qui date de seulement 260 ans et qui a créé deux principes majeurs. Le premier, c'est que pour la première fois, on a séparé les individus entre ceux de l'avoir des machines, les investisseurs, et ceux du faire avec ces mêmes machines, les travailleurs. C'est le principe même du capitalisme. Le deuxième, c'est que pour absorber cette augmentation de la production phénoménale, on a créé un nouveau mode de vie, le consumérisme, qui fait de l'avoir un objectif. Ce mode de vie a été répandu au départ par la presse écrite. Il a connu une explosion de sa répartition avec la quatrième révolution, la révolution informatique, qui par sa facilité d'utilisation a permis de démultiplier le message à l'intégralité de la planète, pays en voie de développement compris. Boum! Deuxième prise de conscience pour moi. Non seulement l'idée de « il faut avoir pour faire et être » n'est pas juste, mais en plus, elle n'est pas choisie, mais imposée par un modèle sociétal hyper récent qui date de seulement 260 ans. Quand j'ai compris ça, j'étais déjà à deux doigts d'abandonner ce modèle. Mais je me suis demandé d'une manière pragmatique si, à défaut d'être juste et choisi, il pouvait au moins être efficace au niveau individuel et collectif. Et pour le savoir, je me suis tourné vers les statistiques. D'un point de vue individuel, on a assisté entre les progrès technologiques faits au niveau du médical et puis l'augmentation des richesses à une amélioration incroyable de l'espérance de vie qui est passée en 260 ans de 25 ans à 81 ans. Ça s'est traduit dans les faits par une augmentation non moins incroyable de la population qui, jusqu'alors stable, a été multipliée par 8, passant de 1 milliard à 8 milliards. Il s'agit là de progrès quantitatifs indéniables. Je me suis intéressé au côté qualitatif, à savoir, est-ce que l'Homo sapiens d'aujourd'hui est somme toute plus heureux que l'Homo sapiens de la révolution industrielle? Et là, ces mêmes statistiques semblent indiquer le contraire et prouver que l'augmentation incroyable du temps accordé aux loisirs a été littéralement pulvérisée par deux facteurs. Le premier, c'est une augmentation du stress au travail liée à la notion même de productivité. Et la deuxième, c'est que le nombre de changements initiés par la révolution industrielle ont été tellement importants en un temps si court qu'ils ont été rendus inassimilables par l'humain. Ainsi, dès le début des années 2000, on assiste à une augmentation plus qu'inquiétante de la consommation des antidépresseurs, avec par exemple un x3 au Danemark. Si je choisis le Danemark, c'est sciemment parce que ce pays, à l'heure actuelle, est considéré comme le deuxième pays au monde où il fait le mieux vivre. La Covid-19 étant passée par là, ça n'a rien arrangé, et on se retrouve avec les chiffres de l'OMS absolument hallucinants de 1 Français sur 4 avec 26% et 1 Américain sur 2 avec 44% qui se déclarent atteints de maladies mentales. En clair, notre système sociétal au niveau individuel ne fonctionne pas, ce qui explique l'essor du développement personnel depuis plus d'une vingtaine d'années. Alors si ça ne fonctionne pas au niveau individuel, est-ce qu'au moins au niveau collectif, ça fonctionne? Alors là encore, les progrès liés à la révolution industrielle ont permis une amélioration significative au niveau des transports et au niveau des télécommunications. Ainsi, pour passer de la France aux États-Unis, on est passé de 20 jours de bateau à la révolution industrielle à seulement 5 heures en avion, voire même quelques secondes en visioconférence. Il s'agit là encore de progrès technologiques indéniables qui ont fait de notre planète un petit village. Maintenant, est-ce que le fait d'avoir transformé notre planète en un village a permis de fédérer l'humanité? Avec 2 guerres mondiales au XXe siècle et un nombre record de conflits armés, à date nous en sommes à 59 sur la planète, on peut clairement en douter. Pourquoi? Pour une raison qui malheureusement était prévisible, à savoir que l'augmentation incroyable des richesses induite par la révolution industrielle n'a malheureusement pas été partagée de manière équitable et a entraîné des inégalités qui deviennent aujourd'hui absolument insupportables. Rendez-vous compte, on estime à date que les 1% les plus riches de la planète, c'est-à-dire 80 millions d'individus, en gros l'équivalent de la population allemande, détiendraient entre leurs mains 63% de la richesse mondiale. Et comme si ça ne suffisait pas, de l'autre côté du prisme, on estime que les 70% les plus pauvres, c'est-à-dire l'écrasante majorité de la population, ne détiendraient entre ses mains qu'1% de la richesse. En clair, notre système sociétal au niveau collectif ne fonctionne pas, ce qui explique la montée des mouvements politiques extrémistes partout dans le monde et la création de mouvements révolutionnaires comme le wokisme. En comprenant ça,
il était clair pour moi qu'il fallait changer de modèle. Mais ce que j'ai compris en plus, c'est l'urgence à le faire. Car en 260 ans de productivisme et de consumérisme, nous avons non seulement consommé les ressources naturelles jusqu'à nous approcher proches de leur extinction pour certaines, mais surtout, nous avons déclenché des réactions en chaîne incontrôlées qui vont jusqu'à menacer la survie même de notre espèce. Alors, toute conférence TEDx étant faite pour attiser votre curiosité, je vous invite tous à aller sur Internet vous renseigner sur un rapport qui est le rapport Meadows, qui date de 1972, à un moment où les scientifiques ont voulu utiliser le calcul informatique naissant pour rentrer d'un paramètre de la société et voir comment ils allaient évoluer. Ils ont rentré les ressources non renouvelables, la pollution, la population et les 3 productions, alimentaires, industrielles et de services. Ils ont laissé faire travailler les machines et ils en ont dit quoi? Que notre société allait péricliter courant du XXIe siècle, c'est-à-dire maintenant. Alors si ça peut faire sourire, ce qui le fait beaucoup moins, c'est que comme ce modèle a plus de 50 ans, de nombreuses personnes, y compris les plus sceptiques, ont eu l'occasion d'y revenir pour systématiquement comparer l'acuité du modèle par rapport entre les prévisions et la réalité. Et ils ont été systématiquement impressionnés par l'extrême acuité du modèle. Au point qu'en 2009, des scientifiques se sont réunis autour d'une table pour établir les barrières planétaires à ne franchir sous aucun prétexte, sous peine de déstabiliser de manière irrémédiable l'écosystème terrestre. J'insiste sur ce côté irrémédiable. Ça veut dire que les 9 barrières qui ont été créées en 2009 fonctionnent comme un interrupteur. Un interrupteur n'a que 2 positions, on-off, avec un point de bascule. Et quand vous passez ce point de bascule, obligatoirement, vous allez d'un état à un autre sans pouvoir revenir en arrière. C'est le même principe sur ces barrières. Et bien sur les 9 barrières établies par les scientifiques en 2009, en 2024, 6 ont été allègrement franchies. Il y a le réchauffement climatique, qui est sur toutes les langues. Il y a la biodiversité qui y est, dont on parle de plus en plus. Mais il y a aussi le cycle de l'azote et du phosphore, qui va créer la situation des algues vertes. Il y a le fait de relâcher dans la biosphère des entités de synthèse comme les polluants éternels. Il y a l'utilisation des ressources terrestres et du sol avec le problème de la déforestation. Et il y a le problème des ressources en eau avec la fonte des glaciers. Boum! 3e prise de conscience, et non des moindres pour moi. Non seulement l'idée de « il faut avoir pour faire et ainsi être » n'est pas juste. Non seulement elle n'est pas choisie, non seulement elle ne fonctionne pas au niveau individuel, non seulement elle ne fonctionne pas au niveau collectif, mais en plus, elle est en train de mettre en péril la survivance de notre espèce. Et il est donc urgent d'en changer. Waouh! Quand j'ai compris ça, j'ai été pris d'un vertige. Parce que je me suis dit, mais ok, très bien, mais comment moi, à ma petite échelle, je vais pouvoir faire changer les choses, alors que nos dirigeants, qui avaient été informés entre autres par le rapport Meadows, n'ont rien fait au moment où, dans les années 80, il était encore possible de faire du développement durable. Il y a eu énormément d'explications données, dont l'une d'entre elles est du fait de l'incapacité de l'humain à penser l'impensable. Mais il y en a une qui a plus retenu mon attention. Il s'agit de nouveau d'un modèle mathématique, ça tombe bien dans une école d'ingénieurs, qui est le modèle Andy, qui a été développé en 2014 et qui est intéressant pour 2 raisons. La première, c'est qu'il considère l'homme comme le prédateur de la nature, qui va chercher à en récupérer les ressources pour les transformer en richesse, ce qui est tout à fait le cas. Et la deuxième, c'est que dans un certain nombre de scénarios, il étudie des sociétés inégalitaires, avec des populations à la fois d'élite et de travailleurs, ce qui est le principe même du capitalisme. Et bien, ce qu'Andy en a déduit, c'est que dans le cadre de sociétés inégalitaires, elles étaient par nature extrêmement instables et ne demandaient qu'à péricliter selon 2 scénarios possibles. Premier scénario, les élites deviennent de plus en plus nombreuses, jusqu'à s'accaparer toutes les richesses. Résultat, les travailleurs n'ont plus de quoi survivre, ils finissent par en mourir, et par ricochet, les élites en meurent. Ça, c'est ce qui a dû arriver à une civilisation comme les Mayas, qui du jour au lendemain a disparu de la carte. Deuxième option, on ponctionne beaucoup trop les ressources naturelles. Résultat, elles s'effondrent. Résultat, les travailleurs de nouveau n'ont plus de quoi survivre. Ils finissent par en mourir. Et par ricochet, les élites en meurent aussi. Ça, c'est ce qui a dû arriver à une société qui était au milieu de nulle part, comme celle qui subsistait sur l'île de Pâques. Boum! 4e prise de conscience pour moi. Dans les 2 scénarios,
on voit que si les décisions n'ont pas été prises à temps pour corriger la situation, c'est du fait même de la position des élites, qui, de par leur statut favorisé, ne ressentent pas les premières répercussions négatives et qui, du coup, bloquent tout changement, et qui ne ressentent les répercussions négatives que lorsqu'il est trop tard et que la population des travailleurs a été littéralement essorée. En clair, ça signifie que si le changement sociétal est urgemment nécessaire, il ne pourra jamais venir du collectif, du fait du blocage des élites, et ne pourra donc venir que des individus, en espérant ensuite que ce modèle s'essaime à un suffisamment grand nombre d'individus pour avoir un impact au niveau du collectif. Il ne me restait plus alors qu'à trouver quel modèle adopter. Et là, je suis revenu au principe de base, à savoir que nous sommes tous uniques. Donc si je suis unique, ça veut dire que je suis aussi unique au niveau de mes aptitudes à faire et de mes besoins à avoir assouvis. En clair, si je veux trouver ma juste place, je n'ai pas d'autre choix que de commencer par comprendre en profondeur mon être, pour savoir ce pourquoi je suis le plus apte à faire, et ainsi avoir mes besoins et non pas mes envies assouvis. Mais ça signifie qu'au niveau individuel, il faut opérer une véritable révolution pour inverser littéralement l'ordre sociétal et passer de « je veux avoir pour faire et ainsi être » à « je veux comprendre mon être pour savoir quoi faire et ainsi avoir ». Depuis que j'ai adopté ce mode de pensée pour moi, je me suis réorienté professionnellement. J'ai commencé à découvrir quels étaient mes rêves et à les réaliser. Alors, je ne vous cacherai pas que ça crée énormément d'incompréhension sociétale, y compris au niveau de mon cercle proche, et que d'un point de vue financier, ma situation est bien plus précaire qu'elle ne l'était auparavant. Mais ces deux inconvénients sont largement compensés par la sérénité intérieure que j'y ai trouvée et par la satisfaction de mon contribuer à la société. Si un tel modèle venait à s'essaimer, on peut logiquement imaginer deux choses. Un, c'est que la pression sur les ressources naturelles diminuerait, puisqu'on se concentrerait non plus sur nos envies, mais sur nos besoins. Deux, c'est que la répartition des ressources qui en résulterait serait plus équitable, puisque de facto, on diminuerait le pouvoir des élites en supprimant le consumérisme. Or, c'est la conjonction de ces deux facteurs qui, selon Andy, est la seule capable d'assurer une viabilité à un système inégalitaire. C'est bien évidemment tout le bien que je nous souhaite. Aussi, j'espère que cette présentation aura initié dans l'esprit de certains d'entre vous l'idée d'un changement pour inverser l'ordre et passer de « avoir, faire, être » à « être, faire, avoir ». Qui sait, vous pourriez y gagner en sérénité et participer à un changement sociétal urgemment nécessaire. Je vous remercie de votre attention.